Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous parler des problèmes algorithmiques dans les systèmes distribués. Alors, il y a un certain nombre de problèmes fondamentaux inhérents aux systèmes distribués. En particulier, le premier, dans mon esprit, c'est la tolérance aux pannes. À grande échelle, la panne, c'est la norme, ce n'est pas l'exception. Mais il y en a d'autres, en particulier aussi la datation. Si on a plusieurs ordinateurs, chacun de ces ordinateurs a sa propre horloge, et donc chacune de ces horloges avance à sa propre vitesse. Comment on fait pour connaître la date d'un événement? Comment on fait pour comparer les dates d'arrivée des événements qui sont sur deux ordinateurs différents? Dans quel ordre ils se sont déroulés? Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. On a des problèmes de concurrence et de synchronisation identiques à ce qu'on retrouve dans les moniteurs. On va avoir besoin d'exclusion mutuelle. On aura aussi besoin de temps en temps de choisir qui va faire le travail, donc on a besoin d'élire quelqu'un, et puis on a aussi besoin, ce qui est beaucoup plus dur quand dans un programme séquentiel sur une seule machine, on a des difficultés à savoir quand est-ce qu'on a fini de travailler. Un autre problème classique, très étudié, c'est le consensus. C'est un problème vraiment dur. Si on savait bien le faire, on pourrait résoudre tout un tas d'autres choses, mais en fait, on sait qu'on ne peut pas le résoudre, et on va voir quelles sont les grandes stratégies qui essayent de faire au mieux. Dans un problème, dans une application d'un système distribué, on a besoin de diffuser l'information, et donc cette diffusion, elle est un problème en soi. Parfois, on a aussi besoin de valider des transactions. Transactions, c'est vraiment au sens des bases de données, une séquence d'opérations indépendantes de tout le reste que l'on va valider. Et enfin, la gestion des données elles-mêmes, comment on assure la cohérence des données quand elles existent en plusieurs exemplaires et qu'il va falloir décider quel quelle valeur on va prendre comme véritable valeur pour une donnée particulière. Alors, l'algorithmique des systèmes distribués, c'est un cours de master de 30 ou 60 heures, si ça vous fait plaisir, pour traiter l'ensemble de ces points. Moi, je vais le faire en 20 minutes, donc je vais juste survoler quelques idées sous-jacentes qui seront les briques de base des solutions. J'espère que ce que je vous montrerai, les quelques exemples, vous représenteront une bonne introduction au problème. Premier point, donc l'absence d'horloge globale. En fait, le problème, c'est pas qu'on n'en a pas d'horloge, c'est qu'on en a trop. Chaque ordinateur ayant sa propre horloge. Et du coup, si deux événements sont arrivés sur deux machines différentes, on a du mal à savoir qui était le premier, qui était le dernier. Et typiquement, si on regarde un message, il est parti à une date dans l'horloge du récepteur, et il est arrivé à une autre date dans l'horloge... Pardon. Il est parti à une date dans l'horloge de l'émetteur, et il est arrivé à une autre date dans l'horloge du récepteur. Et il peut parfaitement arriver dans les enregistrements des dates des événements, votre message est arrivé avant même d'être parti, si vous utilisez les horloges locales pour enregistrer vos logs. Donc une façon de s'en sortir, c'est non pas d'avoir une horloge universelle parfaite, parce que ça c'est en fait très très dur à faire, sinon impossible. L'idée c'est qu'en fait on va plutôt remplacer la datation, qui n'est pas vraiment ce qu'on a besoin, par la causalité qui est suffisante pour la plupart des applications. Donc on va garantir un ordre partiel dans les dates logiques des événements. Et le mécanisme de base de ces dates logiques s'appelle les horloges logiques de Leslie Lamport, que je vais expliquer maintenant. L'idée, c'est qu'on va avoir une horloge locale entière, c'est un entier, qu'on incrémente chaque fois qu'un événement s'est produit sur une machine. Donc si j'ai deux machines, la machine A et la machine B, l'événement E1, il est arrivé à la date 1. Et puis l'événement E2, il est arrivé à la date 2. J'ai incrémenté l'horloge logique de la machine A chaque fois qu'un événement arrive.
Dans les événements, je compte les envois et les réceptions de messages. Donc E3 qui est un envoi de message, il a la date 3. Et lorsque je vais envoyer mon message, je vais insérer dans le message la valeur de l'horloge logique de l'émetteur. Donc ici 3. Quand ce message arrive, je vais mettre à jour l'horloge de la machine B si elle est en retard. Ce qui est le cas ici. Sur la machine B, j'ai eu qu'un seul événement, E1'. E1', il est arrivé à la date 1. Et donc, mon événement de réception, je vais lui donner comme valeur le maximum entre la valeur locale, 1, et la valeur dans le message, 3. Donc le maximum, c'est 3, plus 1. Et donc mon événement E4, il aura la date 4. Donc maintenant, si je regarde mes événements, les événements E1, E2, E3, E4, ils sont arrivés, ils ont des dates qui sont cohérentes avec l'ordre causal. C'est-à-dire si E1 a provoqué l'événement E4, alors la date de E4 est strictement plus grande que la date de E1. Si je continue mon exemple, l'émission du message E5 fait par la machine B a lieu à la date 5. L'horloge de la machine B est inclus dans le message 5. Et donc l'événement de réception sur la machine A, E6, aura la date maximum de 3 et de 5. Donc 5 plus 1 égale 6. Donc là, on a un ordre partiel entre les événements. Hein. L'événement E1 et l'événement E1', ils ont tous les deux la date 1. Et en fait, je sais aucun des deux n'a provoqué l'autre, puisqu'ils ont strictement la même date. Mais il y a des choses que je ne sais pas. Par exemple, ce dont je suis sûr aussi, c'est que l'événement E3 n'a pas provoqué l'événement E1', puisque E3 est arrivé à la date 3 et E1' est arrivé à la date 1. Par contre, il n'y a rien qui me dit que E1' n'a pas provoqué E3. Sur mon dessin, ça se voit que c'est pas le cas, mais en fait, en pratique, si je regarde que les dates des événements, je ne sais pas. Donc on n'a pas vraiment un ordre total, on a juste un ordre partiel. Et ce qui peut arriver aussi, c'est que de temps en temps, on a des égalités. Et donc, on va pouvoir dériver un ordre total pour comparer les choses en utilisant par exemple des adresses IP. On verra ça tout à l'heure sur un exemple d'algorithme. Donc les horloges logiques, ça permet de remplacer une horloge globale qu'on n'a pas par une numérotation, une date entière pour chacun des événements qui va nous garantir que si un événement A a provoqué un événement B, alors la date de B est strictement plus grande que la date de A. L'autre point important, c'est la tolérance aux pannes. Dans la tolérance aux pannes, en fait, on a deux principales activités dans les algorithmes. La première, c'est la détection des pannes. La deuxième, c'est la correction des pannes. Pour la détection, le mécanisme le plus couramment utilisé, c'est le battement de cœur. Le battement de cœur, ça consiste à ce que chaque nœud prévient régulièrement ses voisins qu'il est toujours vivant. Vous appelez toutes les minutes vos voisins en disant « je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant ». Si ça fait plus d'une minute qu'on ne vous a pas entendu, alors on peut suspecter que en fait, vous êtes mort ou que le lien entre vous et le récepteur est cassé. Donc cette notion de suspect, ça ne veut pas dire que vous êtes en panne, ça veut dire que la personne qui normalement reçoit le battement de cœur sait qu'il y a un problème quelque part. Et elle va pouvoir essayer de faire un certain nombre d'actions pour compenser ce problème. Alors les actions, elles dépendent un petit peu de l'application. Si on prend le cas du routage dynamique, les battements de cœur et le transfert d'informations, les routes que connaissent les routeurs, en fait, sont complètement confondus. C'est la même chose, on passe son temps à envoyer les routes que l'on connaît à ses voisins, et ils vont mettre à jour leur table de routage. Il y a un mécanisme générique qui s'applique dans les autres cas. Ça consiste en fait à enregistrer l'état global de l'application. Et puis si jamais il y a une panne, on revient à cet état global et on le relance. On relance l'application en partant de ce point de sauvegarde. Alors pour ça, c'est un petit peu délicat. Évidemment,
il va falloir que tout le monde prenne la photo. Donc quand on décide de prendre la photo de l'état, il faut prévenir tout le monde, diffuser à tout le monde que, attention, il faut prendre une photo. Très bien. Tout le monde prend une photo, mais ça suffit pas. On a un autre problème, c'est qu'en fait, on a besoin aussi d'enregistrer l'état des canaux de communication. Si on ne le fait pas, en fait, l'enregistrement de l'état qu'on fait n'est peut-être pas cohérent. Ce qui pourrait arriver, c'est que des messages soient en transit et traversent la frontière du snapshot. Ça veut dire qu'un message, en fait, du point de vue d'un nœud, est postérieur à la prise de la photo, alors que du point de vue d'un autre nœud, il est antérieur à la prise de la photo. Donc en gros, vous avez un message qui est arrivé à un endroit que vous avez enregistré dans la photo, mais en fait, si vous regardez la photo, ce message n'est jamais parti. C'est un peu gênant. Donc on a besoin de, dans le mécanisme de snapshot, ce qui est délicat et difficile, c'est d'enregistrer aussi l'état du réseau de communication, en plus de simplement l'état des nœuds. Alors, comme dans toutes les applications parallèles, on a des problèmes de synchronisation. Et on retrouve les problèmes d'exclusion mutuelle, mais aussi deux autres problèmes un peu différents qu'on n'a pas vraiment en séquentiel, ou quand on est sur une machine unique à mémoire partagée, l'élection et la détection de la terminaison. Alors l'exclusion mutuelle, on veut prendre un verrou sur une section critique, comment on fait? Eh bien, une des méthodes simples, il y en a plein, mais une simple, c'est en fait d'utiliser une horloge logique pour dater les demandes d'entrée dans la section critique, avec un ordre total où on fait entre les demandes, pour les égalités sur les dates, on regarde l'adresse IP par exemple. Donc on a une date pour chacune des demandes. Et qui on va servir? Eh ben le premier. Donc comment on sait qu'on est le premier? Eh ben on va demander à tout le monde, bonjour, voici la date de ma demande, j'aimerais bien que vous me laissiez entrer. Et en fait, eh ben, si la demande qui a été reçue est plus vieille que la demande du nœud courant, alors le nœud renvoie « Ok, tu passes le premier ». Sinon, ben, il ne répond pas tout de suite, il répondra uniquement quand il va sortir de la section critique. Alors, comment on utilise les horloges logiques? En fait, toutes ces propagations de demandes d'entrée en section critique, elles incluent la date de l'émetteur. Et donc, on est sûr que quand on sortira de la section critique, eh ben, la date qu'aura la machine locale sera plus grande que toutes les demandes qu'on a reçues, les dates de toutes les demandes qu'on aura reçues. Et donc, si on veut à nouveau rentrer dans la section critique, on sera forcément en train de poster une nouvelle demande qui aura une date plus vieille que toutes les autres demandes qu'on a déjà reçues. On peut aussi avoir besoin de choisir qui fait le travail parmi N. On a un travail à faire, il y a N processus capables de le faire, et en fait on a besoin de faire ce travail qu'une seule fois, on ne peut pas le répliquer une fois. Comment on fait? On va choisir, on va élire le chef qui va faire le boulot. Alors, un des mécanismes pour faire cette élection, d'abord c'est de prévenir tout le monde qu'on veut faire une élection. Donc il va falloir diffuser à tout le monde le déclenchement de l'élection. Et puis chacun va tirer au hasard un nombre, dans un intervalle quelconque. Et puis chacun va diffuser à tous sa valeur si elle est plus petite que les valeurs que les autres lui ont envoyées. Celui qui a la plus petite valeur diffuse toujours la valeur, et tout le monde est au courant que c'est lui qui a la plus petite valeur, puisque tout le monde a reçu cette information grâce à la diffusion. Quelque part, on tire à la courte paille, et on crie à tout le monde quelle est la longueur de sa paille. Celui qui a la plus petite longueur est le gagnant. Alors ce protocole-là, vous le retrouvez par exemple dans l'élection des contrôleurs de domaine dans votre Windows préféré, quand vous faites du réseau Windows, CIFS, SMB. Un autre petit algorithme, celui de la terminaison. Comment je fais pour savoir que j'ai fini de travailler quand on est des milliers à travailler? Je demande à tout. Quand un nœud a envie de savoir si on a fini de travailler, s'il peut s'arrêter, s'éteindre, terminer l'application, il va demander à tous les autres, bonjour, est-ce qu'on a fini de travailler?
Et la question est compliquée. Parce qu'en fait, ça ne suffit pas que les gens que vous contactiez ne fassent rien. Il se peut qu'ils fassent rien, mais ça ne veut pas dire qu'ils feront plus jamais rien dans le futur, en particulier s'il y a des messages qui sont en transit. Et donc, dans les algorithmes de terminaison, toute la difficulté, c'est d'être capable d'identifier qu'il n'y a plus de messages en transit. Si on a identifié qu'on ne fait rien et qu'il n'y a plus de messages en transit et que plus personne ne fait rien, alors on peut répondre « Ah oui, d'accord, c'est terminé ». Et si tout le monde vous a répondu « Ah bah oui, d'accord, c'est terminé et il n'y a plus de messages en transit », eh ben vous savez que vous avez fini. Un problème délicat, très étudié, c'est celui du consensus. J'ai mes 1 million de machines et je veux qu'elles prennent la même décision. Comment je fais? Eh ben, il y a un théorème qui vous dit, en fait, tu peux pas. Ah, c'est dommage. Ce théorème, en fait, vous dit que dans un système asynchrone avec des pannes franches, en fait, on n'a pas de protocole déterministe qui va réaliser le consensus. Et donc, en gros, on sait qu'il n'existe pas de consensus parfait, ce n'est pas possible, on va juste essayer de faire au mieux. Alors, les protocoles de consensus sont en général assez compliqués, voire très 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 compliqués, donc je vais vous les expliquer en très gros, vu de très loin. On va pas trop se poser la question des pannes et de qu'est-ce qui se passe, mais grosso modo, il fonctionne avec l'idée suivante. En fait, on a un groupe de processus qui est celui qui va décider du consensus. On va soumettre, à chaque fois qu'on veut prendre une décision, on soumet les requêtes au groupe. Et le groupe va voter. Il va voter la décision et il va donner son vote à un chef, le leader. Si une décision obtient la majorité, elle est validée, elle est mémorisée par l'ensemble du groupe. Pour éviter les problèmes d'avoir un point unique de défaillance, le leader est régulièrement changé, suivant le cas, à chaque décision ou à chaque tour, suivant les algorithmes. J'en ai parlé plusieurs fois. Un des outils dont j'ai besoin, c'est de diffuser à tout le monde l'information. J'ai besoin de diffuser à tout le monde le snapshot, j'ai besoin de diffuser à tout le monde mes demandes d'entrée dans la section critique. Comment je fais? Alors, il y a deux grandes familles de méthodes. Il y a les familles où on ne connaît pas tout le monde, et il y a les familles où on connaît tout le monde. Ou au moins où on a une structure qui vous permet de joindre tout le monde relativement facilement. Alors la première, quand on ne connaît pas tout le monde, on ne connaît pas l'état du réseau, on ne sait pas combien on est, eh ben on peut encore survivre. Ça s'appelle le routage par inondation. Et consiste juste à, en fait, celui qui veut envoyer un message, il l'envoie à ses voisins. Voilà, il connaît des gens, et il leur donne le message. Qu'est-ce que fait un nœud quand il reçoit un message? Eh ben, s'il l'a jamais vu, il le retransmet à tous ses voisins. Ça s'appelle le routage par inondation. C'est un algorithme très simple. Un nouveau message que j'ai reçu, ben, je le diffuse. Et il est particulièrement robuste. S'il existe un chemin, il va le trouver. Et en plus, le chemin qu'il va trouver sera le chemin le plus rapide pour délivrer le message au destinataire. Néanmoins, il a un tout petit défaut, il est particulièrement verbeux. On peut avoir jusqu'à le nombre de nœuds multiplié par le degré du graphe. Donc si vous avez un graphe complet, par exemple, et ben vous avez jusqu'à n carré messages, ça fait quand même beaucoup de messages, si n c'est 10 millions. Donc le routage par inondation, il passe pas vraiment à l'échelle, et donc on a besoin d'autre chose. Alors l'autre chose, c'est en fait de ne pas utiliser tous les liens vers tous les gens qu'on pourrait contacter, mais uniquement un nombre sélectionné de voisins dans un réseau de recouvrement, on appelle un overlay, du réseau réel. Et donc le point délicat, c'est d'être capable de maintenir ce graphe couvrant qui va passer partout et de faire en sorte qu'il gère correctement le groupe de processus qu'on veut joindre.
Alors, les deux grandes structures qu'on retrouve dans ces groupes, c'est souvent l'anneau ou l'arbre. Donc diffuser une information, c'est envoyer, en utilisant l'arbre couvrant de notre structure, les messages. Et donc là, chaque message ne sera reçu au plus qu'une seule fois par chacun des destinataires. On a donc n messages. Ça fait quand même beaucoup moins. Les transactions sont un des outils de base de la tolérance aux pannes. J'ai enregistré un état d'événement, une séquence d'événements s'est passée et je vais enregistrer leur résultat pour pouvoir le ressortir plus tard. Et donc c'est une transaction au sens base de données, une véritable séquence d'opérations atomiques en cohérence qu'on peut isoler de toutes les autres et dont on veut conserver le résultat. Pour faire ça, en général, on va le faire en fait avec un système assez proche de ceux des consensus où on va voter en plusieurs phases. Et si si la majorité des nœuds est d'accord, alors on va valider le résultat. Alors, au lieu d'utiliser des votes, on peut utiliser des diffusions qui ont un petit peu les mêmes propriétés algorithmiques. Enfin, pour terminer, je vais vous parler de la gestion des données. Alors, il y a plusieurs façons de gérer plusieurs répliques de données. D'abord, il y a de nombreuses cohérences possibles, et puis je vais vous donner un exemple de gestion distribuée des données. Alors, des cohérences, en fait, la cohérence la plus stricte, ce serait de exactement savoir, avec une horloge parfaite, à quelle date sont arrivés chacun des événements. Mais cette datation globale parfaite, elle n'existe pas. Et on n'arrive pas vraiment à la reconstruire en pratique. Donc on fait en général des choses un peu plus faibles. Alors on peut essayer de... Par exemple, si on a besoin d'une cohérence assez forte, c'est d'utiliser la cohérence séquentielle. Donc on va linéariser toutes les opérations. On les met sur une seule ligne. Donc on va fixer un ordre total et global des opérations. Et il faut qu'il soit cohérent quand même. Et on va utiliser cet ordre comme référence. Donc une lecture d'une variable sera liée à la dernière écriture qui était avant dans l'ordre séquentiel. On peut se limiter à un peu plus faible, à la cohérence causale. Même causalité que les horloges logiques et la même idée. En fait, on va se contenter de se limiter aux opérations qui sont compatibles avec la précédence causale. Ça fait un peu plus de variabilité, mais ça va quand même garantir une cohérence qui est la plupart du temps satisfaisante. Alors parfois, on a besoin de pas grand-chose. On a juste besoin, par exemple, que chaque machine enregistre les événements dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés sur la machine, ce qu'on appelle la cohérence FIFO. Et enfin, on n'est pas obligé peut-être de gérer la cohérence tout le temps. Alors, il y a deux façons de faire ça. La première, c'est la cohérence par synchronisation. Donc synchronisation en sortie, la release consistency, c'est celle que vous retrouvez dans la gestion du modèle mémoire de C++ et de C11, dans la gestion des loads et des stores des données dans la mémoire, lorsque vous êtes sur une machine multicœur. L'idée, c'est en fait qu'on va avoir deux opérations de verrou, un lock qui s'appelle acquire et un release qui est l'équivalent du unlock. Et donc quand on fait un acquire, on va récupérer toutes les écritures qui ont été faites avant un release qui arrivait avant. Quand on fait un release, on va publier toutes les écritures qu'on a faites avant le release. On peut faire la même chose avec une cohérence de sortie, où on imagine que ce verrou, au lieu d'être global à l'ensemble de la machine, est limité et identifié par une structure de verrou qui permet de ne traiter qu'un sous-groupe de variables. Enfin, tout à fait possible d'avoir une cohérence à terme, c'est-à-dire, en fait, on s'en moque de la valeur de la variable, l'important c'est qu'un jour, plus tard, dans le futur, elle soit la bonne valeur. La dernière qu'on a écrite.
Et ça, typiquement, c'est ce que fait DNS et ses caches. Un exemple de gestion de données distribuées, c'est les tables de hachage distribuées. Donc une table de hachage, ça a une clé, une valeur, et on va stocker le couple clé-valeur dans une des cases de la table. Une table de hachage distribuée, c'est la même chose, sauf que les cases de la table, elles sont distribuées entre les différents nœuds stockant la table de hachage distribuée. Et donc là, on va se retrouver souvent avec des réseaux de overlay qui vont permettre de définir l'intervalle de clés que stocke chacun des nœuds. Quand on cherchera une clé en particulier, la définition qu'on a fait de l'overlay nous permettra de router la requête pour arriver jusqu'à la machine qui devrait stocker la clé. Alors parfois, en fait, la clé et la valeur sont confondues, et la clé est générée à partir de la valeur. Donc si on connaît la valeur, on peut retrouver la clé. Si on connaît la clé, on va retrouver la valeur, en la demandant à la table de hachage. En conclusion, l'algorithmique des systèmes distribués, c'est un domaine très riche, en fait, qui a une recherche encore très active, et qui introduit tout un tas de nouveaux problèmes algorithmiques qui n'existent pas quand on ne fait pas des systèmes distribués. Souvent, ce qui est fait, c'est qu'on va résoudre chacun des problèmes qu'on a besoin de résoudre individuellement. Et l'application distribuée finale sera l'assemblage de ces briques de base qui nous auront permis de résoudre ces problèmes un par un. On ne sait pas vraiment intégrer la totalité des algorithmes dont on a besoin dans un seul pot commun qui permettrait de résoudre le problème que l'on se pose. Cet assemblage, il est en fait très délicat. La composition de fonctions, la composition d'algorithmes distribués est un art difficile et un vrai problème ouvert en recherche pour ceux que ça intéresse. Voilà, j'ai fini cette vidéo qui vous parlait d'algorithmique des systèmes distribués. J'espère qu'elle vous sera utile et elle a fait que survoler de très très loin, de très très haut et très très rapidement le domaine. Mais elle vous a présenté, je pense, les outils principaux qu'on retrouve dans ce type de système.